Dès le début, on s'est dit, c'est un domaine où, comme on connaît rien, il faut qu'on fasse beaucoup de tests pour être capable un jour de dire, quand je mets 1 euro sur tel levier, je sais exactement combien ça me rapporte. Ou si ça me rapporte pas. Parce que dans beaucoup de cas, finalement, ça ne rapportait pas. Et donc, on a fait beaucoup de tests. On a énormément privilégié le héroïste pendant très longtemps. Donc, pendant très longtemps, si tu veux, tout ce qui était branding, notoriété, c'est des choses qu'on faisait absolument pas. Ce qui, rétrospectivement, je pense, était une erreur. Mais nous, si tu veux, dans notre conception un peu basique du commerce, on s'était dit, bah non, il faut vraiment qu'on fasse du héroïste. Quand on investit 1 euro, il faut qu'on ait le retour direct sur investissement, etc. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce, dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Romain Roy qui est le fondateur de Greenwiz. Salut Romain, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Greenwiz est le leader français et européen du bio en ligne, une startup que tu as fondée en 2008 et qui a grandi très rapidement. L'année dernière, vous avez passé la barre des 100 millions d'euros de CA et vous avez lancé récemment une marketplace avec Miracle. On va revenir sur ce parcours juste incroyable et surtout l'accélération puisque créé en 2008, vous avez franchi la barre des 10 millions de CA en 2015 et vous avez fait x10 en l'espace de 5 ans. J'aimerais bien comprendre comment tu arrives à structurer une croissance comme celle-ci, ce qui l'a alimentée et comment tu t'es organisé aussi avec tes équipes en interne. Vous avez lancé récemment une marketplace avec Miracle. J'aimerais comprendre ce qui a motivé le lancement de cette place de marché, à qui vous l'adressez, qu'est-ce qu'elle vous permet pour la suite et la croissance et le développement de la boîte. Et on terminera sur l'actu chaude de votre année, puisque vous êtes devenu entreprise à mission. J'aimerais comprendre aussi pourquoi, comment... et l'intérêt que ça a pour vous, bien sûr, et surtout comment vous le communiquez à vos différentes audiences. Génial, vaste programme, allons-y. Vaste programme, bienvenue. Merci. Greenwiz est ta deuxième boîte. Ouais, deuxième boîte, exactement. J'avais monté une première boîte en 2003, de mémoire, plutôt dans les télécoms. Boîte qui n'était pas un énorme succès, mais on a eu beaucoup de chance, puisque figure-toi qu'au bout de 4 ans, à un moment, on était à la limite du dépôt de bilan. Il y a quelqu'un qui est venu taper à la porte un jour du bureau et je le dis pas comme une expression, il y a vraiment eu toc 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 à la porte, si tu veux, alors qu'on était en train de se lamenter en se disant est-ce qu'on doit aller au tribunal demain, et quelqu'un qui est rentré en disant tiens, vous voudriez pas vendre votre boîte par hasard? Et donc on s'est dit si. Comment elle s'appelait? Ça s'appelait G3net. Et ça faisait quoi? Ça faisait des offres de téléphonie sur IP pour les entreprises, tu vois, au début des années 2000, donc c'était assez en plein dedans, assez nouveau. Ouais. Mais on avait fait beaucoup d'erreurs de gestion, enfin tu vois, voilà, c'était la première boîte, donc on a essuyé les plâtres. Et quand même on a donc réussi à la revendre, bon pas pour une fortune, mais quand même en 2007, au moins on s'est pas endetté et voilà, on n'a pas été interdit de gestion pendant 20 ans. Et après c'est ça qui m'a permis, je pense, 1 an plus tard de créer Greenwiz avec déjà une petite expérience. C'était douloureux, G3net? C'était pas douloureux, non, justement, c'était pas du tout douloureux. C'était peut-être ça le problème d'ailleurs, si tu veux. C'est-à-dire que c'était tellement pas douloureux que voilà, la boîte était gérée, on regardait pas véritablement l'état des finances, il y avait pas véritablement de réflexion stratégique sur, tu vois, de PNL. Le PNL, c'était un truc qu'on n'avait pas vraiment encore compris à quoi ça servait. Donc, non, c'était plutôt freestyle. Donc, c'était plutôt joyeux, plutôt sympa, tu vois, avec très exalté, mais en fait, pas très. Mais donc, aucune très crainte rationnel. à se relancer dans l'entrepreneuriat après cette aventure, quoi. Aucune crainte, évidemment, puisque tu vois, j'avais tellement de chance, je me suis dit, il pourrait m'arriver. Non, je plaisante. Non, aucune crainte, parce que par contre, j'avais tellement adoré l'expérience, si tu veux, d'entrepreneuriat, que je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. Maintenant, c'est terminé, quoi. Je veux plus jamais me retrouver à faire autre chose que monter des boîtes et les développer. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je suis fait. Comment est le marché en 2008 du bio et du bio en ligne? Alors, du bio en ligne, ça n'existe pas. Le marché, écoute, à l'époque, il y a quand même un certain nombre, le bio existe déjà, hein, donc il y a quand même un certain nombre de chaînes de magasins physiques qui existent, hein, qui sont beaucoup moins développées que ce qu'elles sont aujourd'hui, mais elles existent. Et puis, nous, d'ailleurs, au tout début, hein, pour être honnête, on lance pas un site de bio en ligne. Hein. Nous, au début,
on est un peu des rêveurs, on lance un site de produits écologiques. Donc à l'époque, il n'y a pas de notion du tout d'alimentaire. Donc on vend... récemment, je te raconte une petite anecdote. Récemment, des gens de la boîte se sont dit, on va faire un truc sympa, on va raconter l'histoire de Greenwiz, tu sais, un peu dans le qui sommes-nous, truc classique. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous montrer des images de produits que vous vendiez à l'origine, et quand je leur ai montré, c'était vraiment la crise de rire. C'est devenu le running gag dans la boîte. Les gens s'envoyaient les photos des produits. C'est vrai qu'on vendait des trucs, c'était assez ésotérique, quoi. Tu vois, sac de plage solaire. Il y avait une mini éolienne à vélo, tu vois, que tu mettais sur ton vélo, et quand tu faisais du vélo comme ça, tu vois, ça faisait tourner l'hélice et tu rechargeais ton portable. C'était que des petits trucs comme ça. Donc quand même pas un marché de dingue, hein, si tu veux, en face. Mais bon, c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc sur ce créneau-là, on va dire du produit écologique, il y avait 2-3 sites qui existaient, qui sont à peu près tous morts depuis, je pense. Mais il y avait le mérite d'exister à l'époque. Donc on n'était pas tout seul sur ce créneau-là. Et puis en fait, au bout d'un an et demi, c'est nos clients qui ont commencé à nous dire, bon, c'est sympa vos produits, mais est-ce que vous voudriez pas vendre du bio en ligne, parce qu'on n'en trouve pas. Donc on s'est dit, bonne idée, pourquoi pas. Et donc on a commencé à mettre du bio en ligne, et là, d'un seul coup, ça s'est vraiment bien marché. Il n'y en avait pas, vous étiez les premiers à faire du bio en ligne à ce moment-là? Je pense que oui. Ou parmi les premiers, en tout cas. Il devait peut-être y avoir, tu sais, à l'époque, il y avait 2-3 expériences de supermarché. Même le supermarché en ligne était quasiment inexistant à l'époque. Hein. T'as vu des on est en quoi, 2009-2010, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais plus si Télémarket avait déjà fait faillite ou pas, mais enfin, tu vois, il devait y avoir peut-être... Il y avait peut-être Shop déjà, le truc de Carrefour, des courses en ligne, mais enfin, c'était assez peu développé. Enfin, globalement, dans toute la distribution, c'était assez peu développé. Donc, comme c'était peu développé et que le bio, par ailleurs, dans la grande distribution, était aussi peu développé, je pense que oui, on peut dire qu'il y avait quasiment personne qui vendait du bio en ligne. T'avais déjà des grandes surfaces spécialisées? Il y avait déjà à cette époque. Ouais, il y avait déjà des Biocoop, des La Vie Claire. Je pense que ça existait déjà. Ok. Ouais. Donc, les clients vous demandent des produits bio en plus ou à la place des produits écologiques. Il faut faire une offre, il faut faire une gamme. Il faut se lancer. Comment est-ce que tu t'y prends? Écoute, vraiment comme des gens qui n'y connaissent rien. Donc on commence à regarder, à se renseigner, à parler avec des fournisseurs, à réfléchir à ce que pourrait être une gamme alimentaire de produits bio. On va dans des magasins bio, on regarde quels sont les rayons, qu'est-ce qui est vendu, quelles sont les marques, etc. Puis voilà, petit à petit on contacte les marques. Alors au début, beaucoup de méfiance de la part des marques. Hein. Tu vois, c'était assez bizarre pour eux d'avoir un acteur, un pure player qui les contactait et qui voulait vendre leurs produits. Et puis beaucoup de peur du fait qu'on allait casser l'image de leurs produits, casser les prix. Bon, à l'époque, je ne te cache pas que les marges du bio spé à l'époque étaient monstrueuses. Les gens profitaient en fait du fait que c'était bio pour pratiquer des marges énormes. Mettre des premiums à 30% sur les prix. Oui, il y avait ça. Puis il y avait aussi, en étant complètement honnête, il y avait aussi le fait que les volumes étaient faibles. Donc je pense qu'il y avait aussi des problématiques de volume de production qui faisaient que c'était plus cher. Bon, en tout cas, c'était très cher, et donc ils avaient un peu peur qu'on casse le marché. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Hein. En arrivant, on a cassé les prix, on a baissé les prix, parce qu'au début, nous, on voulait montrer que c'était une possibilité d'acheter de l'alimentaire sur Internet. Donc pour y arriver, effectivement, on s'est positionné très bas, et on s'est tout de suite dit que notre ambition, en fait, c'était de démocratiser l'accès à ces produits. Tu vois, de faire en sorte, parce que en 2009, faut pas se mentir, à l'époque, ces produits-là, c'était quand même réservé à une petite élite, tu vois, qui avait les moyens de se les acheter. Et donc, on s'est dit, c'est pas normal, on va essayer quand même de démocratiser ça en utilisant Internet. Parce que dans démocratiser, il y avait deux sujets. Il y avait le côté géographique. Donc, si tu veux, le e-commerce, ça nous permettait de livrer dans toute la France. Donc, il y avait plus de notion à l'époque. Faut voir que la capillarité des magasins bio était sans commune mesure avec ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, t'avais 80 ou 90% du territoire français où t'avais pas un magasin bio à moins de 20 km de chez toi. Donc tu vois, c'était un vrai plus de pouvoir livrer tout le monde partout en France. Et puis démocratiser sur la dimension pricing, où évidemment, voilà, on se positionnait pas cher. Donc on permettait à des gens qui avaient pas les moyens avant d'acheter ces produits-là. Il y a aussi eu une sensibilisation dans les 10 années qu'on suivi. Enfin, aujourd'hui, ça paraît évident pour beaucoup, je pense, d'acheter du bio. Il y a 10 ans, pas forcément. Ouais, c'est sûr que c'est rentré dans les mœurs. Et puis, de manière générale, si tu veux, les thématiques environnementales, tu vois bien, au fur et à mesure que les années passent, s'imposent de plus en plus. Hein. Il y a 10-15 ans ou 20 ans, quand tu parlais du réchauffement climatique, les gens rigolaient, ou ils savaient pas de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins sensibilisé à ces thématiques. Donc oui, c'est venu avec cette prise de conscience globale, on va dire, autour de la santé, autour de l'environnement. Évidemment, le produit bio qui répond un peu à ces deux enjeux est devenu de plus en plus populaire. Et de casser les prix, alors? Enfin, casser les prix, ça a été une bonne technique a posteriori? Une bonne approche? Ouais, ça a été une bonne approche. La complexité de ce positionnement hyper agressif, c'est notamment, si tu veux, pendant très longtemps, on avait vécu
perfusé au code promo en termes d'animation commerciale. Tu vois, c'était vraiment tous les produits étaient en promo, il y avait des codes promo en permanence. Et c'est vrai que quand ton business commence à devenir plus gros, plus mature et que tu commences à te dire, bon, bah, à un moment donné, il va falloir commencer à rentabiliser les choses. Le fait d'avoir habitué tes clients pendant 5, 6, 7, 8 ans à fonctionner comme ça, bah, au moment de changer, ça, c'est pas toujours évident. Mais par contre, on regrette pas du tout parce que, si tu veux, on reste dans cette logique de démocratiser encore maintenant l'accès à ces produits-là. Donc, globalement, de toute façon, notre positionnement, c'est d'être pas cher. Maintenant, quand tu veux être pas cher, il y a deux moyens de le faire, comme tu le sais, c'est soit directement avec des prix qui sont bas, soit avec de l'animation commerciale par-dessus. Donc voilà, simplement le code promo permanent est un peu limitant en termes d'animation commerciale. T'es en plus dans une... Alors, les produits étaient chers à l'époque, donc il y avait potentiellement de la marge sur laquelle tu peux jouer, mais c'est quand même une industrie où la marge est faible, donc de casser les prix, c'est un enjeu. La marge est faible, ouais, tu l'as dit, effectivement. On est vraiment, nous, ça fait longtemps qu'on se définit comme ça, dans un business de centimes, si tu veux. Donc, notre métier, c'est d'optimiser une équation économique qui est très complexe, avec beaucoup d'étages. On symbolise, nous, souvent le e-commerce comme la gestion de ce qu'on appelle la marge de contribution. Donc, en gros, tu pars de la marge brute que tu sors de ton panier moyen, t'enlèves tes coûts nets de transport, t'enlèves tes coûts d'acquisition, t'enlèves tes frais logistiques. Et au final, il va te rester ce qu'on appelle la marge de contribution. Et donc, notre métier, c'est d'optimiser en permanence cette marge de contribution. Donc, tu vois, une fois que tu as dit ça, ça paraît simple, mais en même temps, ça recouvre vraiment tous les aspects de notre métier. Tu vois, ta politique de pricing, ton animation commerciale, la manière dont tu optimises ta logistique, ta politique de transport, ta politique de gratuité des frais de livraison, ta politique de web marketing, quel levier tu vas utiliser, est-ce que tu vas privilégier le héroïste ou pas le héroïste. Enfin, tout ça, c'est contenu dans cette optimisation permanente et quotidienne de la marge de contribution. Donc, voilà. La marge de contribution, je prends la définition, mais c'est ce qui permet à une entreprise de savoir quel pourcentage de son revenu est disponible pour les frais fixes. Exactement. Tout ce qui est, exactement. Hyper intéressant. Donc ça, c'est un driver chez vous depuis le début et ça l'est toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui. Si tu veux, c'est tous les jours. On sort la marge de contribution et on se prend la tête sur comment est-ce qu'on pourrait l'optimiser, où on en est, quels sont les différents leviers. Alors, au début, c'était très manuel, tout ça. Évidemment, aujourd'hui, on est complètement perfusé à la data science, big data, etc. Donc, tout est aujourd'hui automatisé avec des algorithmes qui, à la fois, nous sortent la marge de contribution, mais aussi nous aident en suggérant des modifications pour l'optimiser en permanence. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, je t'ai pas posé la question avant, mais c'est quoi le prix moyen sur Greenwiz? J'aimerais savoir combien de produits t'écoulent sur 100 millions de CA. Ou avoir un ordre de grandeur, mais... Ouais, je sais. Le prix moyen, c'est, je pense, aux alentours de 7 euros hors taxe. Ok, donc 15 millions de produits écoulés. À peu près, ouais. Intéressant. Tu crées ton offre, tu vas voir des fournisseurs pour leur prendre des produits. Tu as une politique tarifaire agressive pour pénétrer et démocratiser le marché. Tu me dis que tu es perfusé au code promo sur les premières années. Dernière brique de l'équation, les deux dernières briques, c'est le site, la partie tech, ensuite la partie market. Alors, la partie tech, écoute... à l'époque, hein, ouais. Oui, bien sûr. Alors, notre premier site, si je te le montrais aujourd'hui, tu penserais que c'est une blague. Je penserais que je me moque de toi. On avait notre tout premier site, si tu veux, ça pourrait être un site utilisé par Europe Écologie, enfin je sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, voilà, mais c'était un site où tu voyais pas en fait qu'on vendait des choses. Tu vois, il y avait des univers, c'était la lumière, l'air, l'eau, c'était des choses comme ça, très éthérées, avec pas de produits sur la home, pas de prix. Surtout pas vendre, c'est sale de vendre. Voilà, non, il y avait pas ça, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, c'était notre vision du commerce qui était assez naïve. Et puis petit à petit, quand même, nous globalement, si tu veux, d'ailleurs dans tous les domaines, hein, que ce soit sur la dimension produit et sur la dimension e-commerce, on a vraiment comprendre qu'on a appris sur le tas. Et voilà, on le revendique si tu veux quelque part, parce que c'est aussi pour ça qu'on essaie de jamais donner de leçons à personne, parce que nous on était tellement nuls quand on a commencé, si tu veux, qu'on a appris au fur et à mesure de notre expérience avec nos fournisseurs, avec nos prestataires, avec nos clients. Tu vois, on a appris vraiment sur le tas. Et donc sur le site, ça déroge pas à la règle. Quand on a commencé, on était complètement à côté de la plaque. Et puis petit à petit, d'une part, c'était ça le site. Et puis en plus, on l'avait complètement externalisé avec un code qu'on maîtrisait pas du tout. On pouvait faire aucune modif. Enfin, tu vois, c'était catastrophique. Petit à petit, après, on a commencé à avoir un chemin d'internalisation de l'IT, si tu veux. Donc, on a commencé à refaire des sites de plus en plus internalisés, jusqu'à un moment où on était sur de la techno qui était totalement propriétaire et où on faisait tout nous-mêmes.
Ce qui est devenu un peu un mojo chez Greenwiz, et maintenant qu'on cultive beaucoup, d'avoir cette connaissance et cette culture de l'IT en interne, et d'avoir besoin de personnes. Ça fait assez prétentieux de dire ça parce qu'on a toujours besoin de gens autour de nous, mais en tout cas d'être complètement maître de notre code et d'avoir l'agilité nécessaire pour le modifier autant qu'on veut et exactement comme on veut et quand on veut. Donc voilà, et donc on est petit à petit, on est allé vers un site de plus en plus marchand. Donc on a compris certains codes du e-commerce qu'on a adoptés, et puis sur une techno de plus en plus mature qu'on maîtrisait. Donc ça, c'était sur la partie site, pour répondre à ta question sur le site. Et sur la partie marketing et lancement? Alors, la partie marketing et lancement, ça va pas te surprendre si je te dis qu'on a commencé en faisant beaucoup de bêtises également sur cette partie-là. Donc on a testé tous les leviers. Le seul truc où on a peut-être juste dès le début, c'est qu'on s'est dit, c'est un domaine où, comme on connaît rien, il faut qu'on fasse beaucoup de tests pour être capable un jour de dire, quand je mets 1 euro sur tel levier, je sais exactement combien ça me rapporte. Ou si ça me rapporte pas. Parce que dans beaucoup de cas, finalement, ça rapportait pas. Et donc, on a fait beaucoup de tests. Évidemment, on a énormément privilégié le héroïste pendant très longtemps. Donc, pendant très longtemps, si tu veux, tout ce qui était branding, notoriété, c'est des choses qu'on faisait absolument pas. Ce qui, rétrospectivement, je pense, était une erreur. Mais nous, si tu veux, dans notre conception un peu basique du commerce, on s'était dit, non, faut vraiment qu'on fasse du héroïste. Quand on investit 1 euro, il faut qu'on ait le retour direct sur investissement, etc. Donc, on a commencé par tous les leviers héroïstes que tu connais, hein. Bon, principalement, évidemment, ceux de nos amis de Google. Parce que même Facebook à l'époque, Facebook a beaucoup bougé, hein, parce qu'il n'y avait pas cette notion de Facebook Ads que tu trouves aujourd'hui, mais à l'époque, Facebook, pour nous, c'était du branding. Enfin, tu vois, c'était pas rien d'autre que du branding, pas de la perf. Donc, on a longtemps vécu avec presque exclusivement, on va dire, du Google. Beaucoup de newsletters. Nous, ça a toujours été un levier qui a marché, notamment au début. Tu sais que ça, c'est des choses qu'on ont vachement varié depuis quelques années. Donc, il y a encore 15 ans, c'est difficile à croire, mais l'emailing, l'achat de bases de données, etc., c'était un truc qui cartonnait. Alors, c'est vraiment tombé complètement aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment... La partie achat de bases de données et emailing, ouais. Ouais. Mais sauf parce que l'emailing personnalisé depuis ton site en mode CRM et data-driven... Oui, ça marche. Oui. Ça continue à très bien marcher avec des super taux de conversion et d'ouverture. Mais à l'époque, tu vois, on était vraiment dans cette logique, organisation de jeux concours pour aller récupérer de l'email. Enfin, tu vois, truc qui aujourd'hui c'est plus possible. Ça peut plus marcher. Donc on a beaucoup utilisé l'emailing aussi. Donc l'emailing, Google, et après le retargeting aussi assez vite. Quand moi j'avais rencontré les gens de Criteo assez tôt, parce que c'était quelqu'un, Jean-Baptiste Rudel, qui nous avait conseillé, qui était notre parrain du réseau Entreprendre, je crois, ou qui était dans le parcours de validation du réseau Entreprendre Paris quand on avait monté Greenwiz. Donc on l'avait rencontré assez tôt, il nous avait expliqué sa techno, et donc on a assez vite commencé à faire du retargeting aussi. Retargeting qui était sympa parce que ça donnait l'impression, tu vois, le principe du retargeting, que tu dépensais des fortunes en com, parce qu'évidemment tu te retrouvais sur des très gros sites avec des bannières qui étaient gérés par Criteo, mais toi tu avais l'impression que d'un seul coup tu es arrivé sur Yahoo alors que ça te paraissait un truc complètement fou. Et donc voilà, donc on a principalement utilisé ces leviers-là. Et puis voilà, on s'est beaucoup développé comme ça jusqu'à un niveau de maturité où là on s'est dit il faut qu'on commence à faire du branding et à utiliser d'autres choses. Alors une parenthèse pour commencer, mais ensuite des questions sur ton retour d'expérience sur ces premières actions. Le réseau Entreprendre, t'es pas le premier à en parler, hein, je pense que chers auditeurs vous le connaissez, mais Guest to Guest, alors qui est devenu Home Exchange, c'est un énorme accélérateur pour eux qui est passé sur le panier. Je pense à Petit Cube aussi, ça vous a beaucoup aidé vous? Ouais, voilà, moi écoute, figure-toi, le réseau Entreprendre, la première boîte qu'on avait montée, G3net, on était le 2e lauréat du réseau Entreprendre, Paris, ok. Ouais, quand il venait de se créer, si tu veux, à Paris, l'année où on est devenu lauréat, ça s'est créé cette année-là. Il y a une boîte qui est devenue lauréat avant nous, et ensuite c'était nous. Donc moi, j'ai d'abord été lauréat, puis je suis passé du côté, une fois que j'avais vendu la boîte, plutôt de l'autre côté, toujours dans le réseau Entreprendre, mais pas du côté créateur. Et ensuite, je suis le premier, enfin, on est les premiers à être devenus 2 fois lauréat, parce qu'on est redevenu lauréat du réseau Entreprendre avec Greenwiz, en fait. Donc en fait, j'étais 2 fois lauréat. 2 fois lauréat du réseau Entreprendre. Voilà. Et ensuite, quand on a déménagé, parce qu'on n'a pas évoqué, mais la boîte, on l'a montée d'abord à Paris, et ensuite, on a été s'installer sur les bords du lac d'Annecy en 2009. Donc 1 an après, quand on a déménagé à Annecy et qu'on a fini notre période de lauréat, parce que c'est une période avec une durée déterminée, et je suis passé de l'autre côté de la barrière. Et de nouveau, j'ai accompagné des entreprises plutôt en tant que dirigeant cette fois-ci, mais toujours dans le réseau Entreprendre Haute-Savoie cette fois-ci. Voilà. Ok, on y reviendra tout à l'heure sur ton déménagement à Annecy, c'est intéressant. Retour d'expérience sur ces... allez, on va séparer l'histoire en deux, mais le 2010-2015, 5 premières années, est-ce que tu t'es pris les pieds dans le tapis? Est-ce que tu as des conseils à donner
Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Moi, je me suis vachement pris les pieds dans le tapis. Je me suis vachement pris les pieds dans le tapis et en même temps, je pense que j'ai appris des leçons absolument essentielles pour plus tard. D'abord, j'ai appris que le nerf de la guerre quand même dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent et que quand tu dois dépenser 1 euro, il faut vraiment y réfléchir 2 fois à la manière dont tu vas le dépenser, à savoir pourquoi tu vas le faire. Donc, je pense que si c'était à refaire, si tu veux, je pense que j'utiliserais l'argent différemment, avec plus de parcimonie. J'ai appris ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, le fait que pour nous c'était absolument un élément crucial de maîtriser notre techno et de l'avoir en interne. Et ça aujourd'hui, moi j'accompagne beaucoup de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs e-commerçants, de boîtes qui démarrent ou de projets qui démarrent. Et le premier conseil que je donne souvent, c'est maîtriser votre techno. Maîtriser votre techno parce que voilà, c'est ça qui te permet de faire évoluer les choses comme tu veux. Or par définition, quand tu crées un truc, c'est jamais exactement comme il faudrait que ce soit. Il va falloir que tu le modifies. Donc, si c'est compliqué de le modifier, que ça prend du temps et que t'as pas la main dessus, c'est quasiment se tirer une balle dans le pied d'entrée. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris aussi que, parce qu'on n'en a pas parlé, si tu veux, mais associé au projet Greenwiz, il y avait quand même un socle de valeurs qui pour nous était hyper important. C'est-à-dire, il y avait aussi cette notion de est-ce que c'est possible de monter un business qui fonctionne en ayant une éthique vraiment poussée, si tu veux. Donc, quand on dit ça, c'est-à-dire en ayant des relations avec les fournisseurs qui n'étaient pas l'archétype de la relation fournisseur que tu pouvais trouver à l'époque dans la GMS. Je dis pouvais parce que les choses évoluent quand même avec le temps, mais que tu pouvais trouver. Donc nous, on était plutôt sur des relations de partenariat et ça voulait dire aussi évidemment une façon de concevoir les ressources humaines. Alors pareil, aujourd'hui j'en parle, ça paraît évident parce que les thématiques d'entreprises libérées, d'épanouissement du salarié, tout ça, c'est des choses qui sont devenues, tu vois, beaucoup plus à la mode entre guillemets que ça pouvait être il y a 15 ans. Mais pour nous, c'était vraiment un élément clé. Et très vite, on s'est dit, l'épanouissement des salariés, pour nous, c'est le cœur du modèle. Il faut vraiment que les gens qui bossent ici soient très heureux. Et donc, pour revenir à ta question sur qu'est-ce que j'ai appris en 5 ans, j'ai appris que c'était parfois dur de concilier tout ça. Que quand tu montes une boîte et tu vois, nous on a eu des moments très durs. Hein. On a failli fermer 10 fois. Enfin, tu vois, il y a des fois, ça s'est joué à 2 heures, tu vois. Je me souviens de fois où on était à la limite de l'interdit bancaire, si tu veux, et t'avais le virement qui arrivait, mais c'était quasiment c'était inouï, quoi. Tu vois, et donc il y a des phases où on a dû licencier plein de gens, où on a dû se contracter, regrossir, se recontracter, regrossir. Et donc quand tu vends ce projet, si tu veux, à des gens à qui tu demandes de te rejoindre dans une aventure et que tu leur vends le projet de nous, on veut mettre votre bien-être, votre épanouissement au cœur du modèle, et que 6 mois plus tard, parce que ça va pas, parce que t'as fait des bêtises, parce que tu maîtrises pas encore ton truc, tu dois leur dire, écoutez, maintenant, les 20 personnes qui sont là vont rentrer chez vous. Ça, c'est très dur, quoi. Enfin, d'un point de vue personnel, c'est très dur. Donc, voilà, l'idée que, peut-être un apprentissage qui était le fait de dire, voilà, c'est hyper important d'avoir ce socle de valeurs, mais parfois c'est difficile de le porter et de l'assumer, mais voilà, c'est une vraie démarche que de le faire. Je vais te raconter une anecdote qui est absolument atroce, mais qui symbolise exactement ce que je viens de te raconter. Mmh. À l'époque, on est dans des bureaux. Vous êtes déjà à Annecy ? Ouais, on est déjà à Annecy, et il y a Paris Match qui décide de venir chez nous pour faire un sujet parce que je parlais déjà un peu à l'époque dans les médias sur le fait que voilà, c'était possible de monter une boîte en ayant une approche différente des ressources humaines, en étant, tu vois, bon. La journaliste vient dans les bureaux, elle fait des photos des employés, etc. Et il se trouve que, tu vois, il y a toujours un délai entre le moment où elle vient et le moment où c'est publié. Entre-temps, cata, obligé de licencier des gens, etc. La personne n'est plus là. On se retrouve le jour où la personne doit quitter l'entreprise avec le reportage qui sort, avec une photo de moi debout devant son bureau dans les bureaux, tu vois, avec la légende journaliste, il a inventé le bien-être 2.0, tu vois, avec la personne en face à qui je viens de dire une semaine avant qu'elle devait nous quitter parce que c'était la catastrophe, quoi. Donc tu vois, très dur, quoi. Enfin, tu vois, humainement, ouais. À assumer ça, enfin, j'étais pas fier, quoi. Vous en avez parlé ? Non, on n'en a pas parlé parce que je crois que la personne, elle a compris. Enfin, je sais que ça lui a été expliqué et moi, je lui en ai pas parlé directement, mais. Enfin, et elle est pas revenue. Il y a pas eu. Non, elle est pas revenue. Elle est pas revenue. Et plusieurs fois, d'ailleurs, tu sais, on avait tellement mauvaise conscience à cette époque-là que plusieurs fois, on a dit aux gens, écoutez, quand ça ira mieux, on vous fait revenir et on a essayé de le faire avec beaucoup de monde et les gens revenaient pas, en fait. Tu vois, il y avait un côté, voilà. C'est cassé. Ouais, c'est cassé. Ok, passer à autre chose. Donc difficile, tu vois, des moments quand même, faut pas se voiler la face parce que
Parfois, c'est facile d'essayer de raconter que tout a toujours été rose, tout a toujours cartonné, etc. Honnêtement, nous, on a vécu 5 années difficiles, avec des réussites, mais aussi avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup d'erreurs. C'est comme ça aussi qu'on a appris, qu'on a grandi. Mais bon, voilà. Avant de clore cette partie, ce chapitre, donc je résume, hein, mais ce que tu as appris, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent, qu'il faut le dépenser avec parcimonie, faire attention à là où tu le mets. T'aurais pu investir moins en perf et plus en branding, c'est ce que tu m'as dit aussi un peu avant. Maîtriser la techno, ou au moins utiliser des technos, j'imagine open source. La techno était propriétaire du projet? Ouais, c'était de l'open source, quoi, si tu veux. Enfin, non, en fait, en réalité, c'était pas complètement open source, c'est un peu, on avait pris un cœur, on avait pris vraiment une espèce de noyau d'OS Commerce à l'époque, c'était un vieux framework e-commerce, et on avait tout redéveloppé dessus. En interne. Ouais. Mais avant ça, quand tu maîtrisais pas la techno. Ouais, c'était des agences, tu vois, le truc classique. Ouais. C'est très bien les agences, mais c'est très bien, ouais. Mais quand tu démarres, notamment, c'est très bien. Mais avec des technos propriétaires ou open source, justement? Non, avec des technos propriétaires. Ok. Et le plus important, t'avais fini là-dessus, mais l'éthique, l'humain, le socle de valeur, avancer sans se trahir et sans se travestir. Exactement. Garder son ADN et rester fidèle à son ADN. T'avais des associés grande conso? Parce que venir de l'IP, la voix sur IP, à vendre. Non, on n'avait pas d'associé grande conso. Ok. Donc vous avez tout appris. Tout appris, vraiment, ouais, c'est vraiment ça. On connaissait rien, ni en e-commerce, ni en bio, voilà, on a appris. Phase 2, on est en 2015, vous avez grandi, vous avez failli mourir 10 fois, j'ai retenu ça. Vous êtes à une dizaine de millions d'euros de CA, et 5 ans plus tard, on est à 100 millions. Comment t'expliques cette accélération? Bah, c'est simple, en fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2015, malgré tous les turbulences que je viens de décrire, on finit quand même par sortir la tête de l'eau, par commencer à faire pas mal de croissance, parce qu'en fait, tu dis 10 millions en 7 ans, c'est vrai. Après, ça n'a pas été linéaire non plus. Hein. Il commençait déjà à avoir quand même une accélération assez forte sur les 2-3 dernières années. Donc, on commence quand même à être un peu connu. Donc, on commence à avoir un trafic décent. On commence à apparaître souvent dans des articles sur le bio. On commence à être connu de nos concurrents physiques qui commencent à voir qu'on vend beaucoup. Ils le savent par l'intermédiaire des fournisseurs. On commence à être beaucoup plus respecté par l'écosystème des fournisseurs aussi, parce que pendant très longtemps, on devait travailler avec des grossistes, parce que les fournisseurs ne voulaient pas travailler avec nous en direct. Donc, tu vois, c'était... Et là, quand même, voilà. On le voit aussi parce que là où notre sourcing, il devait être totalement proactif pendant longtemps, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui prenions notre bâton de pèlerin pour essayer de convaincre les gens de travailler avec nous. À partir de 2014-2015, on commence à avoir beaucoup d'appels entrants, de gens qui lancent des marques, de marques qui lancent des gammes bio, spé, etc., et qui nous contactent pour les mettre sur le marché. Donc, on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Et là, on est contacté par des enseignes de grande distribution qui commencent à nous dire, bah, écoutez, moi, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous dit pas de faire un deal industriel avec nous? Et nous, si tu veux, à l'époque, en termes de financement, parce qu'on avait fait un certain nombre de levées de fonds, on arrivait à un moment où, en gros, on se disait, soit il faut qu'on fasse une levée beaucoup plus importante, donc plutôt une levée type CapDev, d'aller lever 20-30 millions, soit il faut qu'on s'adosse à un industriel. CapDev, Capital Development. Ouais, excuse-moi. Et donc, soit il faut qu'on s'adosse à un industriel et il faut qu'on se développe comme ça parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de moyens pour grandir. Mais quel deal te proposerait un industriel de la grande conso, de la grande distrib? Parce qu'eux, ils ne sont pas producteurs non plus, donc vous avez accès au même catalogue produit? Non, mais un deal dans le sens un rapprochement, un adossement, si tu veux. Donc, un rachat, en fait, finalement. Quoi. Ok. Et donc, on est contacté d'abord par, de mémoire, les premiers qui nous contactent, c'est Naturalia, donc Monoprix, en fait. Donc, Casino, enfin, tu vois, ça remonte. C'est poupée russe. Donc, et puis, on discute avec eux. Moi, à l'époque, je m'entends très bien avec le patron de Naturalia, qui depuis est devenu un copain. Et puis, on se dit, bah, voilà, puisqu'on les intéresse, on a quand même intérêt à ouvrir un peu le champ des possibles. Et donc, on contacte une boutique d'affaires, comme on dit, qui s'appelle Clipperton Finance, qui sont des gens très bien que je recommande à tout le monde, qui sont absolument géniaux, avec qui j'ai toujours travaillé. Et on fait avec eux, sur leurs conseils, ce qu'ils appellent, j'arrête pas de dire des mots anglais horribles, mais ce qu'ils appellent, eux, dans leur jargon, un dual track, c'est-à-dire à la fois une partie, si tu veux, où on cherche des investisseurs pour faire une très grosse levée de fonds, comme que je viens de te décrire, et en même temps, un chemin plus industriel, d'adossement à un industriel. Donc on fait les deux en parallèle, et on se rend compte assez vite que c'est plutôt la piste de l'industriel qui prend, et qu'il y a énormément de gens qui se montrent intéressés. Ouais. Et donc là, on rencontre tout le monde. Quand je te dis tout le monde, sincèrement, je pense qu'on a vraiment vu tout le monde. Ça dure combien de temps, le roadshow?
je pense 6 mois, un truc comme ça. Juste pour avoir un ordre de grandeur et de poids autour de la table. Donc tu fais une dizaine de millions de CA à cette époque. C'est ce que fait un grand Carrefour Market ou un Carrefour City, pardon. Ouais. Et dans le bio, par rapport aux producteurs, tu comptes? Ouais, on commence déjà à compter. À l'époque, on commence déjà à compter. Alors, pas énorme par rapport à. T'es une goutte d'eau dans l'industrie. Ouais, t'es une goutte d'eau, mais alors il y a d'autres éléments qui comptent. En fait, si tu veux, notamment ce qui concerne la visibilité, parce que effectivement, si tu veux, et puis alors, il y a plusieurs aspects. Il y a la visibilité d'abord, et puis ensuite, il faut comprendre un élément important qui a toujours été un élément qui nous a favorisé par rapport à la distribution physique. C'est le fait d'être un pure player et donc de ne pas avoir de limite de taille d'assortiment. Faut bien comprendre que dans un magasin bio-spé, qui sont un peu nos concurrents, t'as 5000 refs. Donc 5000 refs, si tu veux, une fois que t'as mis les best-sellers que tout le monde connaît du bio, que les clients veulent absolument retrouver, une fois que t'as mis 2-3 produits de ta marque propre, l'espace qui te reste dans ton assortiment est relativement court. Donc ça veut dire que pour une énorme partie du marché des producteurs, des fabricants bio-spé, il n'y a pas de débouché, il y a très peu de débouchés vers la distribution à l'époque. Et nous, on arrive avec au contraire un positionnement très différent qui consiste à dire, chez nous, il y a tout. On avait 15 000. À l'époque, on était même monté à 30 ou 35 000 références à une époque, tu vois. Donc en gros, c'était open bar chez nous pour se référencer. On était très contents parce que nous, plus on référençait de produits, plus ça nous faisait des portes d'entrée sur nos leviers de web marketing, plus ça nous faisait des façons de faire rentrer les gens sur le site et de leur faire découvrir l'intégralité de l'offre. Donc si tu veux, tu vois, il y a ce marché, effectivement, il y a les quelques Mais barons. attends, t'es pas encore une place de marché à ce moment-là. Non, pas du tout. Donc rajouter des refs à ton assortiment, ça veut quand même dire il y a une certaine logistique derrière. Ouais, il y a la logistique, ouais. Mais malgré tout, si tu veux, pour revenir à ta question sur le marché, tu avais quelques barons, entre guillemets, si tu veux, du bio de fabricants qui étaient dans toutes les grandes enseignes de distribution spécialisées. Donc eux, c'est les derniers peut-être qui sont venus travailler avec nous. Mais tu avais une ribambelle autour de fournisseurs plus petits, etc., qui étaient hyper contents d'avoir une nouvelle façon d'accéder au marché, de se montrer, de faire connaître leurs produits, etc. Donc on avait quand même des atouts. Je sais plus quelle était ta question de départ, mais est-ce que tu pesais parce que t'es en dual track avec Clipperton, un dual track du dual track, donc il y a double chemin, pardon. Levé adossement. Ouais. Adossement, c'est ça peut être un mariage, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Exactement. Et donc je t'ai interrompu à ce moment-là pour te demander si tu pesais. Ouais, donc je pesais. Donc en chiffres purs, on pesait pas énorme. On pesait, je pense, l'équivalent à l'époque de 4-5 magasins bio spé, si tu veux. Mais on avait quand même, tu vois, cette notoriété naissante. On avait ce débouché, cet accès au marché pour plein de marques, etc. Donc on avait quand même un intérêt. Et puis surtout, si tu veux, dans les discussions qu'on entame, il y a des acteurs. Il y a Casino, donc qui est déjà présent un peu sur ce marché du bio spécialisé avec Naturalia. Tu vois, en France, le marché est très séparé entre le bio spécialisé et le bio de GMS. Tu vois, il y a une frontière qui est assez imperméable entre les deux. Donc, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes marques. C'est des espaces, un peu des chasses gardées, si tu veux, chaque dimension. Okay. Donc, typiquement, Casino, ils avaient l'avantage, ils avaient évidemment du bio dans leur grande surface. Et ils avaient un peu ce pied dans la bio spécialisée par l'intermédiaire de Naturalia. Alors c'est imperméable, mais il y a une envie vers quoi tend le marché? D'avoir tous ces produits, cette longue traîne de produits spécialisés bio? Alors je vais t'en parler après parce que c'est un vaste sujet, ça. Ok, on parlera de l'assortiment. Ouais, je vais t'en parler après. Et donc, on les voit eux, on voit tout le monde, etc. Et puis bon, rapidement, si tu veux, il y a deux acteurs qui se détachent, Naturalia d'un côté et Carrefour de l'autre. Voilà. Et nous, on réfléchit pas si longtemps que ça finalement, et on finit par choisir Carrefour. Voilà. Et on choisit Carrefour pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un très gros acteur, c'est le plus gros acteur du bio en France en fait, depuis très longtemps. C'est le premier qui a mis des produits bio en circulation en France. Tu vois, les gens l'ont oublié, mais je crois que le premier produit bio qui existait dans la distribution, c'était la boule bio de chez Carrefour. Donc voilà, il y avait un certain nombre d'éléments. Le projet qu'ils nous propose, nous paraît hyper intéressant. Tu me le résumes? Ouais, je te la fais courte. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, à l'époque, je réfléchis donc en termes de potentiel de développement pour nous. Et aussi, je réfléchis à qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que l'équipe va devenir. Enfin, tu vois, qu'est-ce que le projet va devenir. Or, je me dis, Naturalia, finalement, ils ont déjà des chaînes de magasins physiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire à terme? Forcément, on va devenir un peu naturalia.fr. En fait, on va devenir leur site e-commerce. Donc probablement un jour, si tu veux, on va plus s'appeler Greenwiz. On va probablement un jour être amené à retourner dans les locaux de Naturalia et tu vois, à travailler avec eux. Enfin, ce chemin-là, je le voyais tracé comme ça. De l'autre côté,
Il y avait une approche qui, moi, me plaisait plus, qui était plus une approche de on va vous laisser en une grande part d'autonomie, on va vous laisser là où vous êtes, au bord du lac d'Annecy. On n'a pas encore de pied dans le monde du biospé, donc ça nous intéresse de vous laisser vous développer là-dedans et qu'on crée des synergies plutôt sur d'autres aspects, notamment tous les aspects transverses de développement de l'entreprise. Et donc voilà, on est plus séduit par le projet de Carrefour industriellement parlant que par le projet de Naturalia. Et donc c'est un rapprochement, un adossement, ouais, rachat, c'est un rapprochement. C'est une vente. Hein. Voilà, je vends une grande partie du capital, on va dire, à Carrefour. Voilà. Et donc tout ça te permet d'accélérer. Alors oui, une fois qu'on là on est en 2016 du coup, là le temps que ça se fasse, tu vois, tout le process. Et donc on se retrouve dans le giron. Alors juste un mot, si tu veux, à l'époque Carrefour c'est encore dirigé par Monsieur Plassa, donc c'est qui a beaucoup de qualité, mais c'était quand même, enfin je dis l'ancien Carrefour, je veux pas du tout que ça passe pour quelque chose de péjoratif, mais je le dis par rapport au fait que après est arrivée une nouvelle équipe dirigeante sous la houlette d'Alexandre Bompard, avec une vision beaucoup plus axée sur le e-commerce, beaucoup plus axée sur le bio, avec énormément de renforcement des compétences des équipes notamment dans ces deux domaines, et voilà, une vision beaucoup plus moderne en fait. Et nous, si tu veux, qui colle. Et nous, c'est génial. Ouais. Nous, si tu veux, c'est quelque part sans faire exprès, on a eu le nez creux puisqu'on se retrouve finalement un an plus tard ou un an et demi plus tard, si tu veux, au cœur d'une stratégie de transition alimentaire avec, voilà, encore une fois, beaucoup d'importance, beaucoup d'emphase mise sur le e-commerce et sur le bio. Donc pour nous, c'est génial. Et donc on commence ce process au sein de avec notre nouvel actionnaire en fait finalement, et donc un des leviers, c'est que il nous donne une capacité d'investissement très importante. Donc on bâtit avec eux un plan de croissance. On investit plus massivement sur nos leviers, d'abord sur nos leviers habituels. On se dote d'une logistique beaucoup plus importante. T'as accès à leur, j'allais dire, framework, à leurs infras? Non. Alors non, parce que si tu veux, à l'époque, encore une fois, voilà, les choses ont évolué depuis. Tous les systèmes informatiques de Carrefour, c'est des très vieux systèmes. Typiquement, si tu veux, la grande distribution pendant longtemps a fonctionné sans réelle compétence IT en interne. Donc c'est des gens qui passaient par des boîtes de conseil, qui venaient leur installer des systèmes, qui les exploitaient. Et finalement, ils n'avaient pas de culture IT développée en interne. Donc, c'était très vieux système, très adapté au monde de la distribution physique, pas du tout e-commerce. S'interfacer avec eux, si tu veux, c'était un calvaire. Donc, on a eu l'intelligence réciproque de pas essayer d'aller dans ce genre de choses-là. Et nous, on est resté vraiment. Ils ont respecté un peu ce qu'ils nous avaient promis, c'est-à-dire que ils nous ont à la fois laissé une grande autonomie et à la fois ils nous ont doté d'une grande capacité d'investissement, et ils nous ont donné un support sur des sujets qui sont extrêmement pénibles quand tu es une start-up. Exemple, le juridique, par exemple, où tu vois, typiquement, nous, on s'était développé, on n'avait jamais eu de juridique en interne. Donc, à chaque fois qu'on avait une problématique juridique, il fallait faire appel à des avocats en externe, etc. Et c'était assez compliqué. Eux, ils sont très, très forts là-dedans. Ils ont une expertise juridique extrêmement fine, extrêmement puissante. Donc, tu vois, typiquement, aujourd'hui, on a un problème juridique, ils nous aident, ils nous aident à résoudre le truc. Donc, tu vois, c'est typiquement des sujets comme ça, transverses, qui peuvent vraiment aider au quotidien la vie d'une startup, sur lesquels ils se sont positionnés pour nous aider. Tout ça, c'est dans une première phase, parce que maintenant, si tu veux, comme je te l'ai dit, la compétence e-commerce s'est extrêmement renforcée au sein du groupe. La compétence biospé aussi, parce que tu sais qu'ils ont recruté Benoît Souris, qui était l'ancien patron de La Vie Claire, donc qui est extrêmement fort en e-commerce, en bio spécialisé. Ils ont racheté des chaînes de magasins, SoBio, Bio C'est Bon. Donc tu vois, aujourd'hui, le panorama, on va dire, auquel on est confronté chez Carrefour, c'est plus du tout la même chose que quand on est arrivé. Donc aujourd'hui, on arrive en plus à créer des synergies sur des sujets plus métiers, si tu veux, de connaissance des produits, de bio, de e-commerce, et même aussi un sujet sur lequel je trouve qu'ils sont très bons, et c'est souvent, je pense, trop ignoré à cause de la mauvaise réputation qu'a eu pendant très longtemps la grande distribution en France, c'est qu'ils sont très forts sur la RSE. Carrefour, c'est un groupe qui est hyper en avance sur la RSE. Je veux pas dire de bêtises, mais récemment, dans un classement là, international, ils ont été classés comme un des meilleurs acteurs en termes de politique RSE. Donc, c'est beau hein, pour un groupe de 350 000 personnes. Ouais, ils sont très forts. Et le patron de la RSE est quelqu'un de super, qui fait énormément de choses. Et donc, c'est aussi un sujet, la RSE, sur lequel aujourd'hui on se nourrit, nous, beaucoup de ce qu'ils font.
et on échange de façon assez constructive avec eux sur ces thématiques-là. Mais bon, ça pour revenir à l'histoire. Donc, à partir de 2016, donc, ils nous donnent une capacité d'investissement. Ça nous permet de nous développer en France. Et ça nous permet de recommencer à faire ce qu'on avait essayé de faire avant pendant 5 ans et qui avait été un fiasco absolu, c'est-à-dire d'aller à l'international. Ok, je te mets en pause. Ton retour d'expérience sur cette période Clipperton, donc les 6-8 mois, l'année qui a duré le... Toi, tu t'es assis dans un fauteuil, enfin, t'as choisi ta banque d'affaires, tu t'es mis dans un fauteuil, tu les as laissés faire et t'as pris des décisions au fur et à mesure, t'as répondu aux questions quand il y en avait? Oui, c'est ça. Oui et non. Bon, disons que effectivement, ils sont très bons, ils sont très pros, et donc ils te rendent la tâche qui est complexe très facile. Donc ils te structurent ton approche, ils t'aident à la documenter, ils te font comprendre quels sont les KPI importants à les présenter, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Tu vois, c'est parfois des choses où quand t'as le nez dans le guidon, tu t'en rends pas compte. Ouais, tu t'en rends pas compte. Donc c'est bien d'avoir des gens qui ont une expérience sectorielle. C'est bien d'avoir des gens qui ont du recul, qui sont capables de te dire ça. Une fois que ça est fait, que ce travail préalable est fait, si tu veux, tu vas quand même avec eux faire le roadshow. Donc tu t'es quand même mis à contribution un petit peu. Forcément, la manière dont tu incarnes le projet compte aussi, je pense, dans la réussite du process. C'est pas juste Clipperton qui fait tout et toi t'as plus rien à faire, tu restes dans ton canapé, pour reprendre ton expression. Oui, il faut incarner le... Voilà. Donc j'ai dit fauteuil, j'ai pas dit canapé. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Non, mais donc ouais, ils font un boulot énorme, ils nous aident beaucoup, mais après t'es quand même mis un petit peu à contribution. Très souvent, quand les start-upers lèvent des fonds, c'est un boulot qui va durer 3 à 6 mois entre le moment où tu te dis je lève des fonds et le moment où les fonds, tu les débloques. Tu n'as plus le temps de te concentrer sur ton opérationnel, tu laisses un peu le focus de côté. De faire appel à une banque d'affaires te permet quand même de garder ce focus, non? Absolument. Ok. Et ce dual track donc te permettait d'un côté de lever des fonds pour accélérer et rester maître à bord. Là, tu perds un peu de liberté? À quel moment tu veux dire que je perds de la liberté? Quand tu t'adosses à un grand groupe qui va te donner peut-être plein d'outils pour accélérer, mais t'as lâché une belle partie de ton... Je comprends ce que tu veux dire. Écoute, moi je trouve que le concept de liberté, quand on est entrepreneur, c'est un peu une fable. Est-ce que, tu vois, il y a différentes phases dans une création d'entreprise. Quand t'es petit, quand t'as pas beaucoup d'argent au début, t'as quand même une petite dépendance à ton banquier. Tu vois, souvent, il faut qu'il te laisse avoir un découvert, il faut qu'il accepte de te faire un emprunt. Enfin, tu vois, t'as toujours, donc voilà. Et donc, souvent, tu dois montrer un peu patte blanche à ton banquier. Ensuite, quand tu lèves des fonds, t'as un board avec des fonds d'investissement, tu dois faire un reporting, tu dois leur rendre des comptes, etc. Quand après, t'as un actionnaire, c'est la même chose. Si tu veux, on fait des reportings vis-à-vis de notre actionnaire, on définit avec eux un budget, on doit tenir ce budget. Donc, voilà. Tu vois, j'ai pas l'impression, moi, d'être moins libre, sincèrement. Ok, c'est la question depuis le rachat que ce que j'étais avant. Pas du tout l'impression. Et voilà. Et puis après, ils ont cette intelligence de gestion qui encore une fois nous laisse une forte autonomie et en même temps nous aide. Mais alors soit ils arrivent à le faire suffisamment bien pour m'enfumer et que j'ai l'impression d'être libre. En tout cas, j'ai l'impression de pouvoir choisir les grandes thématiques, les grandes orientations. Alors je le fais avec eux parce que surtout aujourd'hui, si tu veux, c'est hyper enrichissant les discussions qu'on a ensemble. Donc c'est intéressant de le faire avec eux. Mais tout à l'heure, tu citais un projet dont on va reparler après, mais sur la place de marché. Voilà, le jour où j'ai été les voir en leur disant j'ai vraiment envie de lancer une place de marché, à aucun moment ils m'ont dit non, enfin, tu vois, c'est une mauvaise idée. Pourquoi tu veux le faire? J'ai donné mes raisons et ils m'ont dit c'est super, allons-y quoi. Tu vois. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait une vraie imperméabilité entre ces deux mondes, le bio très spécialisé et le bio grand public. Est-ce que Carrefour pouvait, avec vous, s'acheter un accès à cette... Puisque tu m'as dit que tu étais un débouché intéressant pour tous les acteurs qui n'avaient pas accès au... Je pense que pour eux, c'était intéressant en termes de connaissances d'avoir un pied, oui, dans le monde du biospé. Après, ça, c'était vrai à l'époque où ils nous ont racheté. Je t'ai dit, depuis, ils ont mis plus qu'un pied puisqu'ils sont devenus un acteur majeur du biospé à travers de leurs différentes acquisitions et de leur recrutement. Mais à l'époque, oui, ça avait du sens pour eux d'aller voir le monde du biospé. Ok. Sur cette deuxième phase de la vie de Greenwiz, tu m'as dit au début tout à l'heure que vous étiez très longtemps perfusé au code promo. Mm-hmm. Vous aviez cassé les prix pour attaquer le marché. Est-ce que vous avez essayé d'opérer une montée en gamme? Non, pas une montée en gamme, parce que je te dis, ça reste un de nos objectifs, est vraiment de démocratiser l'accès à ces produits. Okay. Ouais, vraiment.
Donc simplement, c'est plutôt des logiques d'animation commerciale qui sont un peu différentes. On a tendance à être aujourd'hui, on fonctionne beaucoup. D'abord, on développe beaucoup notre marque propre, notre MDD, parce que ça nous permet à la fois, si tu veux, d'être très exigeant sur la qualité des produits. Et quand je dis qualité des produits, je parle pas que de la dimension produit elle-même, mais aussi de tout ce qui tourne autour de l'emballage, du zéro déchet, qui est une thématique qui est vraiment importante pour nous. Donc, et puis en même temps d'avoir un positionnement prix assez agressif. Donc on fait ça. On a des catégories de prix qu'on appelle les prix engagés, sur lesquels on est extrêmement bas. Et donc voilà, on se positionne comme ça. Et puis donc non, là, ça on reste là-dessus, mais c'est juste l'animation commerciale qui est un petit peu plus variée. Ok, compris. Vous avez une gamme qui est très très large et vous avez décidé de l'élargir encore plus. Et pour accélérer, pour élargir cette gamme et cet assortiment, la place de marché était une évidence? Alors oui, en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est il y a deux éléments qui nous ont décidé. D'abord, c'est nos clients, parce que pendant toute l'histoire de Greenwiz, j'ai pas assez parlé d'eux. Je l'ai dit au début en disant que c'est eux qui nous avaient suggéré de vendre des produits bio, mais sincèrement, on a un lien avec nos clients qui est vraiment hyper enrichissant et qui a été pendant toute l'histoire de Greenwiz. Ça s'est fait au début vraiment avec tu vois, voilà, c'est eux qui ont donné des grandes orientations. C'est eux qui nous font beaucoup de commentaires. On a, je sais plus combien d'avis produits, mais c'est un délire. C'est en centaines de milliers. Je sais pas si on n'est pas aux millions maintenant d'avis produits, mais tu vois, on a énormément de feedback de nos clients. Il y a de l'affect et de la passion sur le bio. Ouais. Alors après, ils sont durs parfois. Surtout, tu sais, dans le monde du e-commerce, les clients, comme ils sont pas devant toi et qu'il y a un ordinateur entre les deux, parfois c'est facile, ça y va, quoi. Ouais. Toi, moi, ça fait longtemps que j'ai mon email en direct accessible sur le site. Donc tous les jours, j'ai des clients qui m'écrivent tous les jours. Donc parfois, c'est pas facile, tu vois, parfois ça peut être dur les retours, mais c'est toujours enrichissant. C'est toujours intéressant de voir quel est leur ressenti, voilà. Et donc, on avait ces clients, si tu veux, qui nous disaient, c'est super, mais moi. J'aimerais bien aussi trouver des produits dans d'autres catégories que vous n'avez pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous élargissez pas la gamme, etc. Or, si tu veux élargir la gamme, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais nous, on a la logistique en interne, notamment sur la partie France. C'est compliqué, quoi. Si tu veux, tu peux pas monter à vita aeternam ton nombre de références en logistique, c'est complexe. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, ça me fait penser que j'ai oublié complètement de te parler de l'Europe, mais il faut que je t'en parle après. Le deuxième élément, c'est le fait qu'on était devenu le premier carrefour de trafic sur Internet sur ces thématiques-là, du bio, de l'environnement. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. C'est-à-dire C'était la première destination, le premier site, le plus gros site. Exactement, le plus gros site en termes de trafic. Okay. Et aussi, on a un magazine en ligne qui lui aussi fait des millions de visites, si tu veux, et sur lequel on produit énormément de contenu autour de ces thématiques et autour de ces sujets du bio, de l'environnement, des produits de la consommation responsable au sens large. Et donc, quand tu as beaucoup de trafic et que tu as en plus une velléité client d'avoir plus de produits, il faut que tu trouves quelle est la solution qui te permet de faire ça de la meilleure façon. Et indiscutablement, aujourd'hui, la solution qui te permet de profiter de ton trafic et de faire grandir ton catalogue de manière quasi infinie, c'est la place de marché. Entendu. Vous aviez combien de refs avant le... On avait 15 000 refs au moment où on a commencé. Donc ça, c'était en mars qu'on a lancé la place de marché, fin mars. Tu vois, pour te donner le niveau d'accélération, entre fin mars et aujourd'hui, on est passé à 50 000. Donc tu vois, on a fait 15 000, 50 000 en 3 mois. Un peu moins de 3 mois. Et on doit être à plus de 100 000 à la fin de l'année. On doit. Ouais, c'est votre objectif. C'est notre feuille de route, quoi. On doit, ouais. Et dès l'année prochaine, moi j'aimerais bien qu'on soit à 300 000. Les équipes me disent plutôt 200, 250. Moi j'aimerais bien qu'on soit à 300 000. Et voilà. Et alors, au-delà de ces chiffres qui ne sont que des chiffres, si tu veux, pourquoi est-ce qu'on a des ambitions élevées en termes de nombre de références? C'est parce que il y a beaucoup d'univers qui sont, tu vois, en fait, on veut passer, l'idée c'est de passer de ce positionnement de supermarché bio en ligne qui a fait notre croissance à celui de place de marché référente en Europe de la consommation responsable au sens large. Donc, évidemment, l'alimentaire qui va rester le cœur de notre offre, mais aussi la seconde main, la mode éco-responsable, l'IT reconditionné, la mobilité douce. Enfin, je pourrais te citer 10, 15, 20 univers connexes, si tu veux, qui rentrent dans le scope de la consommation responsable. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, on veut offrir à nos clients une possibilité qui est de dire, je veux m'acheter un produit et je veux, d'une manière ou d'une autre, que ce produit-là, quelle que soit sa catégorie, soit ce qui se fait de plus sain ou ce qu'il y a de plus responsable dans ce genre de catégorie. Je sais que je peux aller sur Greenwiz et le trouver. Voilà. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière la place de marché. Ok.
En termes d'assortiment, un fournisseur qui a le choix entre vous vendre des produits à Greenwiz pour que vous les revendiez sur la partie supermarché ou passer par la place de marché, comment est-ce que se fait le... Pour lui ou pour nous, tu veux Pour dire lui et pour vous. Alors, d'abord, je précise un truc quand même sur la place de marché parce que ça me tient à cœur. Pour faire cette place de marché, on est passé par le leader mondial de la techno. Oui, on l'a pas dit, je crois. Ouais, qui est Miracle. Et je le dis parce que, au-delà du fait que leur techno est très bonne et qu'on en profite tous les jours du niveau de leur techno, l'accompagnement qu'ils nous ont apporté, je t'ai dit qu'à chaque fois qu'on commençait quelque chose, on n'y connaissait rien, la place de marché n'échappait pas à la règle. Donc quand on a lancé la place de marché, on n'y connaissait rien. Moi, j'avais des idées hyper arrêtées, on va faire comme si, voilà, etc. Et grâce à eux, on a fait des ateliers métiers et ils m'ont expliqué que ma manière de voir les choses était totalement absurde et que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Et donc je les ai écoutés et on a fait les choses, on a suivi leurs conseils et donc voilà, on arrive à faire en sorte que ça se passe très bien depuis le lancement grâce à eux notamment. Donc voilà, c'est important pour moi de les citer. Et pour revenir à ta question, écoute, il y a plusieurs sujets autour de ça. T'as d'abord ce qui est bien pour un fournisseur de venir en tant que vendeur et pas juste en tant en mettant quelques produits dans notre offre retail, c'est que souvent ça lui donne la capacité d'exposer l'intégralité de ses gammes. Son catalogue. Ouais, ce qui est moins le cas, si tu veux, dans notre offre retail, où on va être un peu plus sélectif, tu vois, en fonction de ce qu'on a déjà dans nos catégories existantes, etc. Donc là, l'avantage pour lui, il peut exposer tout. L'inconvénient, entre guillemets, si ça en est un, c'est que parfois, en fonction des fournisseurs, certains n'ont pas la capacité à faire de la logistique B2C. Donc là, c'est un problème. Pour la marketplace, c'est eux qui doivent expédier. Donc si tu n'as pas les capacités pour le faire, c'est un souci. Donc voilà. Après, pour nous, sincèrement, les deux nous vont bien. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on va essayer, si tu veux, de profiter de cette place de marché pour travailler beaucoup plus finement encore notre offre retail. Quand je dis plus finement, c'est peut-être la resserrer légèrement. Donc peut-être faire passer ces 15 000 refs à quelque chose qui sera plus aux alentours de 10 000. Pourquoi ? Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un certain nombre de références qu'on avait dans les 15 000 qui sont plus simples à traiter en place de marché, notamment tout ce qui est gros. Tu vois, donc tous les gros produits en logistique, c'est pénible, ça prend beaucoup de place, à expédier c'est pas simple, et souvent c'est des montants, des prix de produits qui font que de toute façon la livraison est gratuite parce que tu es au-dessus du seuil de livraison. Et donc en fait finalement l'expérience, si tu veux, est sans couture quelque part pour le client, c'est-à-dire qu'il l'achète chez nous ou qu'il l'achète chez le fournisseur, de toute façon c'est 0 € de frais de port et il le recevra de la même manière. Et nous c'est plus simple à gérer de pas avoir ces produits-là en logistique et d'avoir, tu vois, une gamme de produits qui soit un peu plus homogène. Donc ça c'est le premier aspect. Et le pas de risque de te froisser avec les fournisseurs avec lesquels tu travailles depuis 10 ans et puis du jour au lendemain tu vas leur dire ces produits je les prends plus. Alors d'abord tu sais que c'est interdit en France. On peut pas faire ça en fait. Ok. Tu peux pas. Je savais pas. Quand t'as non, tu peux pas faire ça. Quand t'as une antériorité de relation avec un fournisseur, tu peux pas arrêter du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est pas autorisé par la loi. Donc t'as des délais minimum qui sont prévus pendant lesquels tu dois continuer à travailler avec lui, voilà, qu'il puisse se retourner quoi. Exactement. Okay. Ce qui est bien d'ailleurs parce que sinon si tu veux il y a des gens qui sont complètement dépendants de distributeurs et ils pourraient les faire avoir droit de vie ou de mort sur eux. Voilà. Donc on évidemment on fait ça. Après je t'avais parlé de relations de partenariat avec nos fournisseurs. On pense avoir d'excellentes relations avec nos fournisseurs. Et donc, on essaie vraiment de travailler main dans la main avec eux et ceux dont on pense qu'il faut les convertir en vendeurs plutôt qu'en fournisseurs de produits pour l'offre retail. On leur explique pourquoi et pour l'instant, ça se passe hyper bien. Ceux à qui on expliquait quels étaient les avantages pour eux, ils l'ont compris et ils ont été contents de switcher. Dans ce cas-là, on échappe à cette règle, si tu veux, parce qu'on, d'une certaine manière, on continue à travailler avec eux. Et puis donc ça va nous permettre aussi d'avoir une gamme plus resserrée. Quand tu dis gamme plus resserrée, tu te donnes plus de capacité de la travailler bien en termes de prix, en termes de volume, etc. Donc pour nous c'est assez porteur de bénéfices d'avoir une gamme un peu resserrée par rapport à notre 15 000. Est-ce que dans l'autre sens, ça t'a donné accès à des fournisseurs qui ne souhaitaient pas être fournisseurs mais voulaient être vendeurs ? Ça nous a donné accès, non, mais ça nous a donné accès à beaucoup de fournisseurs avec beaucoup de produits qu'on ne mettait pas nous parce qu'on pouvait pas se permettre d'avoir autant de produits en log et voilà. Donc non, ça, le cas que tu cites n'existe pas, mais par contre nous ça nous donne, je te dis, une capacité de référencement qui est dingue. Donc aujourd'hui, déjà aujourd'hui. Si tu veux, ça paraît fou, mais déjà aujourd'hui, on vend des choses qu'on n'aurait jamais imaginé vendre. Enfin, moi, tu vois, quand je vois passer des ventes avec des iPhones reconditionnés, il y a 3 mois, c'était la science-fiction. Ouais. C'est impossible. Enfin, tu vois. C'était combien ? Donc 15 000 refs avant la marketplace et l'alimentaire représentait combien ?
Alors, les moteurs représentent à peu près 85-90%. Des refs ou des ventes? Ouais, les deux. Ok. Et ta vision sur le 2022, quand vous aurez 300 000 refs, si ton équipe... Moi, j'aimerais bien que... Alors, si tu veux, faut pas penser que la place de marché est limitée au non alimentaire, hein, parce qu'on a aussi... Oui, je le pensais pas. Voilà, mais, okay. parce qu'en fait... D'ailleurs, un des éléments importants quand tu lances une place de marché, c'est de commencer par renforcer tes catégories principales sur lesquelles tu es connu. Pourquoi ? Parce que si tu veux, c'est assez simple à comprendre en fait. Forcément, c'est un changement pour le client de voir que avant il y avait que des produits que tu vendais en direct et maintenant il y a des produits qui sont vendus également par des vendeurs. Donc, pour pas multiplier les changements que tu imposes au client, si tu veux, c'est bien de commencer à lui faire comprendre qu'il y a ce mécanisme de place de marché dans des univers qu'il connaît. Donc, il n'y a pas de modification au début sur les catégories puisque tu ne fais que renforcer tes catégories. Par contre, tu introduis doucement le concept de certains produits sont vendus par moi, d'autres sont vendus par d'autres. Et une fois que ce truc-là est bien infusé, là, tu commences à ouvrir d'autres catégories connexes. Si tu veux, ça permet d'avoir un truc un peu plus... Ne pas le brusquer, ne pas le froisser. Exactement. Et l'emmener avec toi vers... Exactement. Ok, cool. Tu dois me parler de l'Europe, mais avant ça, sur le lancement de cette place de marché, ça a pris combien de temps et quels sont les retours? Donc déjà, de savoir t'entourer, puisque t'as été ouvert au conseil de Miracle. Ouais, absolument. Savoir les écouter. Donc de manière générale, ça c'est l'avantage d'être nul sur un sujet, c'est que t'es vachement plus à même d'écouter les conseils des gens qui savent. Tu vois, c'est ça. C'est pas d'être nul, c'est de savoir que t'es nul. Ouais, de savoir que t'es nul. Ouais. Voilà, c'est ça, de savoir que t'es nul. Il y a beaucoup de nuls qui le savent pas. Ouais, peut-être. En tout cas, donc nous, on était bien conscients de notre nullité sur ce sujet-là, donc on a bien écouté Miracle. Et donc, ils nous ont donné des bons conseils qu'on a suivis. Ça a été assez rapide, hein, mine de rien. D'ailleurs, souvent, les gens pensent que le concept de place de marché, c'est un truc qui est réservé aux boîtes qui font 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui ont une équipe avec 600 développeurs, etc. Nous, c'était pas du tout notre cas. Pour les deux, je te surprendrai pas, ni pour le chiffre d'affaires, ni pour les équipes de développeurs. Donc, on l'a fait quand même, et ça a pris en gros 4 mois à partir du moment où c'était signé, entre la signature et la mise en ligne. Un chouïa plus, mais tu vois, dans ces eaux-là. C'est rapide. C'est rapide. On a développé assez vite. La techno est quand même assez simple à interfacer. Après, bon, évidemment, tu as un temps pour faire croître ton nombre d'offres. Tu as un temps de business développement, entre guillemets, où il faut contacter des vendeurs. La maison était prête. La maison était prête assez vite, ouais. Okay. Et non, écoute, pour l'instant, si, évidemment, comme partout, comme dans tout ce qu'on a toujours fait, on a fait des erreurs au démarrage. Notamment sur l'UX, il y a des choses qu'on corrige petit à petit, parce que malgré toutes nos précautions, tu avais des clients qui comprenaient pas, t'as aussi une logique de frais de port qu'il faut vraiment expliquer aux clients, il faut accompagner le client pour comprendre que tu vas avoir une gratuité des frais de port par vendeur et donc l'aider par un certain nombre de mécanismes d'UX pour lui faire comprendre qu'il peut rajouter des produits chez ce vendeur-là pour atteindre le niveau de gratuité. Bon, il y a plein de petits sujets comme ça, si tu veux, donc il faut les traiter au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mais de façon générale, nous, ça a toujours été notre philosophie. On préfère mettre le produit en ligne, voir ce qui va pas et le corriger, qu'attendre d'avoir le truc parfait, si tu veux, pour le mettre en ligne. C'est aussi pour ça qu'on a mis très vite en ligne. Donc, Done is better than perfect. Ouais, je sais pas comment ça se traduit en français, mais fait est mieux que parfait. Ouais. Elle est bien cette traduction. Elle est pas mal. On est assez alignés là-dessus. Ok, très intéressant. On va passer au marketing et du coup peut-être qu'on touchera à l'Europe. Ouais, non, écoute, je te dis un mot, j'obéis pas, je te dis un mot juste sur l'Europe vite fait avant, parce que tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit, à partir de 2015, qu'est-ce qui se passe? Et je t'ai dit, oui, ils nous donnent des capacités d'investissement supérieures, on investit plus sur nos leviers en France, et aussi, on se met à recommencer une expansion européenne. On avait complètement raté, on avait essayé de le faire nous-mêmes à l'époque, avant 2015. Et en fait, tu vois, parmi les erreurs qui nous ont appris des choses, on avait compris que c'était important pour réussir dans un pays d'avoir une base logistique sur le pays, dans le pays, et d'avoir des équipes locales qui connaissent les offres locales, c'est-à-dire qui connaissent le marché. Parce que c'est pas évident quand je te le dis comme ça, mais nous à l'époque on était jeunes et naïfs, et donc en 2013 on avait ouvert des sites dans tous les pays depuis la France, avec nos produits français qu'on expédiait depuis la France. Et donc évidemment, il se trouve qu'en Europe ils nous ont pas attendus, donc les Espagnols, les Italiens, ils ont des marques espagnoles et italiennes qu'ils adorent, de bio. C'est celles qu'ils achètent. Et donc, quand tu arrives avec que tes marques françaises, forcément, il manque quelque chose. Vous n'étiez pas allé sourcer des produits locaux, même les 20% les plus, je sais rien. Non, mais je caricature un peu si tu veux, mais on avait... Non. Ah non, on avait à l'intérieur de notre offre, parce que le marché du biospé est quand même européen, il y a quand même quelques marques phares, même en France, qui sont des marques espagnoles, qui sont des marques italiennes. T'en connais une, la Nocciolata, qui est un peu le remplaçant du Nutella. Ça, c'est une marque italienne.
Il y en a d'autres, pareil pour l'Espagne. Et donc, il y en avait un peu dans notre assortiment. On avait dans notre assortiment quelques marques. Mais c'était le même assortiment pour toute l'Europe. C'était ça le principe. Parce que nous, j'avais cru être hyper intelligent le jour où j'avais dit en interne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sourcing unique, distribution globale. Ça va être super simple. Comme ça, on va pas s'embêter. Et donc, tout le monde avait dit, c'est une super idée, sauf que ça a été une catastrophe. Donc, du coup, toutes les tentatives qu'on a fait à l'international, c'était soldé par des échecs. Ça décollait pas. Et donc là, grâce à notre actionnaire, on a pu racheter notre principal concurrent en Espagne, qui s'appelait Planeta Huerto, et qui s'appelle toujours d'ailleurs comme ça. Racheter notre principal concurrent en Italie, qui s'appelait Sorgente Natura, et qui s'appelle toujours comme ça. Et monter Greenwiz Belgium, que là on a monté de toutes parts, from scratch, en Belgique. Et à chaque fois avec un entrepôt, une équipe locale pour aller sur ces marchés-là. Donc de la croissance externe pour les conquérir, ces pays qui sont... Pourquoi Italie, Espagne d'abord ? Alors d'abord parce que j'aime bien les endroits où il fait chaud, en premier. Non mais plus sérieusement, c'est des marchés avec des potentiels de croissance très importants sur le bio, avec un écosystème bio très développé, parce que encore je te dis, tu vois, tout ce qui concerne la production, l'industrie agroalimentaire bio, et c'est des pays où c'est assez fort. C'est des pays qui m'attiraient aussi, c'est vrai. Je l'ai dit en rigolant, en disant qu'il faisait plus chaud. Non, mais il faut se faire kiffer. Ouais. Puis moi, l'Espagne, j'ai habité longtemps en Espagne, je parle espagnol. Enfin, tu vois, l'Italie, c'est un pays que j'ai toujours adoré. Donc, voilà, c'est des pays qui m'attiraient. Et puis après, si tu veux aussi, dans les enseignements du passé, on avait été en Allemagne, on avait été au Royaume-Uni. Et on avait aussi compris qu'en plus des erreurs globales qu'on avait commises, c'est des marchés qui étaient compliqués. L'Allemagne d'abord parce que, si tu veux, il n'y a pas de séparation bio-GMS en Allemagne n'existe pas, parce qu'il y a eu du bio depuis très longtemps partout. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas d'enseigne, tu vois, il n'y a pas de Biocop allemand, il n'y a pas d'enseigne. Non, parce que c'est normal de manger. Ouais, t'as du bio partout, dans la moindre épicerie de quartier, t'as du bio, etc. Donc tu vois, il n'y a pas la pertinence de notre modèle en Allemagne n'était pas là. Et puis le Royaume-Uni, pour d'autres raisons, c'est très compliqué. Enfin, tu vois, la monnaie, les taxes, maintenant avec le Brexit, c'est encore pire. Donc tu vois. Donc globalement déjà ça a enlevé deux gros pays d'Europe sur lesquels on se disait pas il faut y aller. Donc après quand tu tournes sur toi-même et que t'es en France, tu vois quand même rapidement l'Espagne et l'Italie. En plus Planeta Huerto, si tu veux, l'avantage c'est qu'ils étaient leaders en Espagne et au Portugal, donc pour nous c'était super. 2 pays d'un coup. Ouais, 2 pays d'un coup. L'Italie, voilà, encore une fois je te dis, moi c'est un pays auquel je crois beaucoup. Et donc voilà, donc non, ça s'est fait comme ça. Et alors, si tu veux, oui, ça nous a permis de croître en faisant de la croissance externe, en achetant ces boîtes, mais surtout de les développer après. Parce que ce qui est fou, c'est l'accélération qu'il y a dans ces pays-là depuis qu'on a récupéré les boîtes. Et là, vraiment, c'est un carton, quoi. Mon réflexe premier était de me dire justement que la Hollande et l'Allemagne, moi je suis franco-allemand, mais avaient une certaine maturité sur ces sujets et que peut-être ça aurait été plus simple. Mais t'as raison, en fait, tu prends un pays qui est en pleine croissance avec du potentiel que tu peux développer. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur la même chose, c'est de se dire, si c'est un pays, tu vois, les Allemands, ils sont hyper forts en e-commerce, ils ont créé plein de géants e-commerce dans plein de domaines. Le bio, on se dit, tous les Allemands mangent bio, il y a du bio partout en Allemagne, il n'y a pas une boîte qui fait ça. Donc, tu vois, il y a quand même un truc étrange. Tu vois, et donc, en fait, je pense que la raison, c'est ça. Il n'y a pas de pertinence aujourd'hui à avoir un acteur avec ce modèle-là. Quels sont les prochains pays ? Je sais pas. Pour l'instant, on est bien comme ça. Ça fait déjà. Non, mais je le dis pas. Si tu veux, il y a quand même un risque de s'éparpiller. Tu vois, il faut quand même qu'on se concentre un peu sur nos géographies. Encore une fois, les potentiels de croissance à la fois en France. Là, ce modèle de place de marché, on l'a déployé en France, mais là, on commence à le déployer en Espagne. On va le déployer en Italie. On va le déployer en Belgique. Donc, si tu veux, 4 projets de pays dans lesquels il faut faire de la croissance, dans lesquels il faut installer une place de marché, la développer, etc. C'est déjà un boulot énorme. Donc moi, j'ai un peu peur de trop papillonner. Donc, je trouve qu'on est déjà pas mal en termes de couverture. Ouais. Où est-ce que les habitudes de conso sur ton domaine se rejoignent et s'éloignent ? Entre les différents pays, tu veux dire ? Alors, c'est incroyable. Il y a une similarité. Tu vois vraiment que c'est des cousins, les Italiens, les Espagnols. D'ailleurs, une anecdote qui est assez drôle, mais Planeta Huerto et Sorgente Natura, les deux boîtes, quand tu les regardes et tu t'écoutes leur histoire, t'as l'impression que c'est nous. C'est la même histoire que nous. Donc, c'est à chaque fois. Alors, très proche. Tu vois, par exemple, nous, on est installé, c'est une blague, mais on est installé au bord du lac d'Annecy. Planeta Huerto, ils sont installés au bord de la mer à Alicante. Sorgente Natura, ils sont installés au bord de la mer à Rimini. À chaque fois, avec un contexte de vie hyper agréable autour, etc. Les couleurs, les mêmes choses, la même organisation, la même philosophie. À chaque fois notamment Planeta Huerto en Espagne, quand on parle avec eux, les premières fois on a parlé avec eux, on se disait, mais vous nous avez copié, c'est pas possible, parce que tout est pareil, quoi. C'est organisé de la même manière, etc. Et donc, en fait, tu vois, il y
Et c'est aussi vrai sur les habitudes de conso. On trouve vraiment de grandes similarités. Après, on les a aidés. Tu vois, typiquement, nous, il y avait un domaine dans lequel on était très fort, c'était l'enfant. On a toujours été très fort sur l'enfant, la puérie, les couches, le baby-food, etc. Et eux, c'était des univers qu'ils avaient assez peu développés et on les a aidés à développer ces univers-là et ça a généré également beaucoup de croissance. Ok, intéressant. Il y a Snow Leader aussi qui est à Annecy, tiens, j'y pense, qui est passé sur une boîte canon. J'aime beaucoup Thomas, le fondateur, et ça marche très bien et c'est plein d'avenir aussi. Ils ouvrent des magasins et c'est vraiment une super boîte. Vous l'entendrez bientôt, chers auditeurs, sur le panier. On fait un catch-up d'ici peu. Ah bah c'est super. Ouais. J'invite tout le monde à écouter donc Thomas parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Quels leviers marketing font partie de ton plan de bataille aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc d'activation. Alors aujourd'hui, si tu veux, après comme je t'ai dit, pendant très longtemps, on a été que sur du héroïste, hein, donc on a compris qu'il fallait qu'on fasse du branding. On a cherché quels étaient les meilleurs. Parce que on a en fait aujourd'hui, quand tu compares la place qu'on a sur le marché et la notoriété qu'on a, on a un déficit de notoriété. On a clairement un déficit de notoriété. Si tu veux. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui nous est dit par des nouveaux clients, c'est « Ah là, c'est incroyable, je mange bio depuis 10 ans et je viens de découvrir que vous existez, votre offre est géniale. » Et donc ça, c'est intolérable, ça. Enfin, ça fait chier. Ouais, c'est pas possible. Non, mais c'est comme quand un pote me dit « Tiens, je vais faire mon site ou ma strat de com par telle boîte. » Et je dis « Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Ah, tu fais ça, toi ?» Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Pardon. Là, c'est exactement ça. Et donc, si tu veux, on s'est dit comment est-ce qu'on doit communiquer. Donc, aujourd'hui, on a trouvé voilà, on a fait une campagne de pub super là, cette année avec Rosa Paris, donc, qui vient de changer de nom et qui s'appelle Rosa Paris maintenant donc. Et qui a permis cette mise en relation. Vous ne le savez pas chez les auditeurs, mais Lorraine de Rosa est avec nous. Voilà. Avec nous. Et donc non, on est hyper contents. On a commencé à beaucoup plus travailler les RP aussi pour essayer de faire parler de nous. Enfin, on essaie de faire parler de nous si tu veux davantage. On continue à avoir une stratégie. Après, on a une communauté, parce que je t'ai dit qu'à l'époque, Facebook, on regardait pas parce que on pensait que c'était du branding. On a vite regardé quand même. Donc aujourd'hui, on a des communautés sur les réseaux sociaux qui sont hyper importantes. On fait énormément de boulot, je t'ai dit, de création de contenu. Pour nous, c'est clé. Il y a ce côté démocratisé, mais on a aussi ce message qui est de dire, en gros, nous, tu vois, on a une raison d'être. On va y venir après parce que tu voulais qu'on parle de société à mission, mais on a une raison d'être qui est consommer mieux pour rendre le monde meilleur. Donc ça paraît très ambitieux comme ça, mais ce qu'on veut dire, c'est que tu vois, c'est une raison d'être. Je te l'ai dit, on a tout appris sur le tas. Donc on se veut pas être des donneurs de leçons. Par contre, on veut suggérer aux gens, on veut montrer aux gens qu'il existe des alternatives aujourd'hui. C'est ça notre métier, c'est d'expliquer aux gens, il y a d'autres façons de consommer qui existent. On vous oblige pas, enfin c'est pas mal forcément si vous faites pas tout comme ce qu'on vous dit de faire, mais voilà, il y a d'autres façons de consommer qui existent. Et pour ce faire, on crée beaucoup de contenu. On crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. On crée beaucoup de do-it-yourself. On fait plein de choses. On a des communautés qui sont très engagées. Et donc voilà, ça c'est un levier qui est important pour nous, c'est de continuer à travailler cet aspect communautaire et cet aspect échange de contenu. On a des investissements dans le sport qui sont un levier de com très important pour nous aussi. On a commencé à faire ça depuis 2 ans. On a des sports sur lesquels on est très investi comme le biathlon. Et là, cette année, on va passer vraiment à une étape d'après avec beaucoup de sportifs dans d'autres domaines également qu'on va soutenir. Le sport pour moi, c'est d'abord quelque chose que j'adore et puis les valeurs du sport sont assez proches de nos valeurs. Là récemment, on est également sponsor d'un bateau, d'un nouveau bateau de classe 40 là, qui va faire la route du Rhum et la Transat Jacques Vabre, qui est génial, qui est skippé par un ancien champion du monde de freeride de ski qui s'appelle Aurélien Ducrot, et c'est un projet qui est vraiment fabuleux. Donc voilà, on a aussi toute cette dimension investissement dans le sport qui est importante pour nous. Donc investissement dans le sport, réseaux sociaux, branding avec de la notoriété, des campagnes de pub, et puis tous nos leviers classiques. Et une belle campagne de pub télé récemment. Ouais, super campagne. Vous en faites depuis longtemps de la télé? Ouais, ça devait être notre 2e ou 3e campagne de pub, je sais plus. Mais ouais, ça doit faire 2-3 ans qu'on fait ça. Ça fait 2-3 ans. C'est grand public, c'est grand conso. Tu fais de l'awareness, ça transforme. Comment est-ce que tu... Ouais, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que là-dessus, on va pas être très originaux, mais on fait des études de noto en fait pré et post campagne pour mesurer les différences, quoi, si tu veux, la manière dont... Donc c'est les résultats en termes de notoriété sur cette campagne-là en particulier, qui a hyper bien marché. Hein. On a échangé brièvement, je vais pas révéler de secret, mais on a échangé brièvement avant avec des personnes ici. Il y avait des gens qui l'avaient pas vu, mais la campagne a été quand même très très vue. Et alors c'est un truc qui est assez marrant, a eu un énorme succès dans les cours d'école.
Donc moi j'ai plusieurs amis en fait qui me disent j'en peux plus de ta pub, mes gamins la connaissent par cœur, à chaque fois ils jouent le sketch à la maison, dans la cuisine, etc. Et donc finalement ouais c'est une campagne qui a bien marché, qui a vraiment bien marché. Elle a fait le buzz, t'es pas obligé de me croire, mais on s'est retrouvé à la une des journaux aux États-Unis avec cette campagne parce que le positionnement a fait marrer tout le monde. Et donc on a un tour du monde, on a une espèce de book si tu veux de tous les articles qui ont été faits sur la campagne. Dingue quoi, avec dans le monde entier des articles sur la campagne et non c'était vraiment canon. On est hyper content de ce résultat là. En plus on l'a fait avec un comédien qui est génial qui s'appelle Nicolas Mérieux qui lui-même est super engagé sur ces thématiques et qui est en même temps très drôle. Donc non c'était une belle expérience qu'on va prolonger l'année prochaine. Enfin, Vous vous faites accompagner par qui pour la campagne, je veux dire sur la télé? Par Rosa sur la partie création. Ok. Et ensuite, on travaille avec Remind sur la partie achat d'espace. Ok. Là, on est haut de funnel sur la télé, le sponsoring. En bas de funnel, il y a quoi il y a la newsletter, tu en parlais tout à l'heure. Ouais, on continue à travailler évidemment notre base de newsletter. On a aujourd'hui, en termes de feed aussi, on a lancé là des programmes d'abonnement, de fidélité d'abonnement, etc. pour avoir des clients qui commandent plus souvent et qui reviennent encore plus souvent chez nous. Et puis après, on continue à utiliser tous nos leviers, tous les leviers classiques. Honnêtement, on fait, je pense, tous les leviers qui existent en matière de web marketing aujourd'hui, depuis le Google Shopping, Ads, Facebook Ads, retargeting, enfin, on fait à peu près tout ce qui existe, quoi. Sur les 220 personnes, quelle est la répartition des équipes? Alors, 220 personnes, c'est le groupe, hein. Donc c'est vraiment les 3 pays, enfin les 4 pays. On est à peu près 80 à Saint-Joriot, donc sur les bords du lac d'Annecy. Ils sont, je pense, alors nous on a la logistique externalisée, donc c'est 80 hors logistique. Hein. Okay. Ensuite en Espagne, ils ont la logistique. En Espagne, dans tous les autres, en Espagne et en Italie, la logistique est internalisée. Donc en Espagne, il doit y avoir, je pense, 90 personnes. Il doit y avoir une quarantaine de personnes en Italie et le reste en Belgique. Et du coup, sur les 80 personnes qui sont en France, hors logistique, quelle est la répartition sur les équipes techno, marketing, produits Ok, donc là, il faut que je fasse des petits calculs de tête pendant que je pourrais répondre à ta question. Non, mais je vais te donner un ordre de grandeur. On est à peu près, il y a à peu près, je pense, une quinzaine de personnes au marketing. Il y a à peu près une quinzaine de personnes aux achats. Faut que je fais l'addition au fur et à mesure quand même pour pas que ça arrive à un total délirant par rapport aux 80. On est à 30. Ouais, c'est ça. On doit avoir une dizaine de personnes au service client, une dizaine de personnes à l'IT. Donc on a et tout est fait en interne? Sur quoi? Sur l'IT? Ouais, tout est fait en interne. Hors Miracle, enfin hors la plateforme. Exactement. Miracle, c'est juste 10 personnes, c'est pas grand monde. Hein. Ouais, on a toujours été assez efficace sur l'IT. Mais de manière générale, en fait, vous êtes assez lean, efficace. 80 personnes, et la France représente combien sur les 100 millions? À peu près 70. Ouais, 65, 70. Ok, donc c'est très efficace, quoi. En plus, c'est un tiers du staff. Ah oui, la logistique est externalisée, elle n'est pas dans les autres pays, mais un tiers du staff pour... Ok. Ouais, après, je sais pas, je me suis pas amusé à faire des ratios de e-commerce, si tu veux, d'autres e-commerçants. Mais je pense que dans l'e-commerce, on est globalement lean sur ces aspects-là. Enfin, tu vois, si tu regardes le chiffre d'affaires des très grosses boîtes e-commerce, à mon avis, les ratios doivent être beaucoup plus importants que dans la distribution physique. Alors, je calculais un ratio avant que Romain arrive, qui était le CA par employé du groupe Carrefour versus Greenwiz, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais on était du simple au double, quoi, CA en termes de CA. Mais eux, ils ont la logistique intégrée. Oui, ils ont la logistique, ils ont les magasins, c'est d'autres. C'est d'autres. Donc ce ratio ne veut absolument rien dire, mais il existe. Ouais. Ça fait 1h15 qu'on se parle. Le temps passe vite. J'aimerais ouvrir sur l'avenir. Vous venez de passer entreprise à mission. Pourquoi? C'est super. C'est marrant de passer entreprise à mission au bout de 12 ans sur 13. Ouais. Alors que j'aurais imaginé que tu aurais fait ça l'année 1. Alors non, alors c'est intéressant que tu dis ça. D'abord, ça aurait été difficile parce que le statut d'entreprise à mission a été créé en 2019. Voilà, donc ça c'est difficile. Donc en fait, si tu veux, et nous depuis vraiment le jour 1, on est engagé. Je t'ai dit, il y avait un socle de valeurs important qui sous-tendait le projet. On a toujours essayé de faire beaucoup de choses. On a travaillé longtemps avec beaucoup d'ONG, beaucoup d'assos. On reversait de l'argent aux associations. On a toujours mis en place plein de dispositifs pour avoir une dimension RSE à notre activité. On a toujours essayé d'optimiser notre activité par rapport à ces thématiques-là, bien entendu.
On va toujours essayer d'avoir une dimension sociétale et environnementale. Donc il y a plein de choses qui ont été faites tout au long de notre histoire. Après, c'est vrai que le gros avantage, donc je rappelle, société à mission, donc c'est créé par la loi Pacte en 2019. En gros, il y a 3 niveaux qui sont possibles. Un niveau qui est accessible à tout le monde, qui est de dire, en gros, on doit optimiser notre activité par rapport aux thématiques RSE. Un niveau qui consiste à dire, on est une société à raison d'être, on inscrit notre raison d'être dans nos statuts, mais sans obligation. Et un niveau qui est le niveau ultime, entre guillemets, qui est le niveau de société à mission, où là, on dit, on inscrit notre raison d'être dans nos statuts et des objectifs RSE qu'on veut remplir. Mesurable et contrôlé. C'est ça, justement, la dimension de la société à mission, c'est que tu as 2 organes de contrôle. Tu as d'une part un organe interne, entre guillemets, mais qui est le comité de mission, qui te permet de mettre des gens de la boîte et aussi des parties prenantes, des fournisseurs, des associations avec lesquelles tu travailles, etc. Ça, ce comité de mission, il se réunit plusieurs fois par an et il est chargé de veiller à ce que les actions prises par l'entreprise aillent dans le bon sens pour remplir les objectifs que tu as fixés dans tes statuts. Ce comité de mission, également, il est chargé de publier un rapport qui est annexé à tes comptes tous les ans. Ça, c'est le premier contrôle qui est prévu par la loi. Et le deuxième contrôle qui est prévu par la loi, là, c'est un contrôle plus sévère, entre guillemets, ou en tout cas plus strict, non, mais en tout cas plus officiel, on va dire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un OTI, donc c'est un organisme tiers indépendant qui vient contrôler le fait que effectivement tu es bien engagé dans ces objectifs et que tu fais bien les bonnes actions pour les atteindre. Et s'il estime que c'est pas le cas, il a la capacité à te retirer le statut de société à mission. Voilà. Donc, tu vois, il y a quand même, ce double contrôle. On l'a pas fait pour le contrôle, mais on l'a fait parce que cette dimension de société à mission, d'abord, l'avantage, c'est qu'elle te permet de structurer ton approche. Donc, nous, je te dis, on faisait plein de trucs depuis très longtemps. Là, l'avantage, c'est que, tu vois, ça nous a on a réfléchi, on a redéfini tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est tous ensemble. C'était vraiment un travail qui a impliqué l'ensemble des collaborateurs, itératifs, etc., jusqu'à qu'on arrive à dégager cette raison d'être. On l'a dégagé. On a ensuite réfléchi à des objectifs, à comment on appelait ces objectifs, même si pour nous, on comprenait ce qu'on voulait faire, mais on était obligé de mettre des mots dessus, donc comment on les exprimait. Et ensuite, une fois qu'on les a définis, on les a inscrits dans nos statuts. Premier truc intéressant. Deuxième truc intéressant, c'est le comité de mission, parce qu'on l'a formé avec des gens qui sont super. Donc, il y a des fournisseurs, des patrons de fournisseurs, il y a des boîtes locales de notre écosystème local, parce que c'était important. Il y a des gens des associations. Voilà, et ça, c'est vraiment important, parce que si tu veux, ça va nous permettre d'avoir un regard extérieur. D'habitude, on se regarde nous-mêmes et on se dit, on s'auto-juge un peu sur ce qu'on fait. Là, on va quand même avoir des gens qui en même temps vont être bienveillants et en même temps, on leur demande aussi d'être francs et de dire quand quelque chose ne va pas. D'avoir un certain niveau d'exigence. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment bien. Et dernier point, et j'insiste dessus, le fait de devenir société à mission, ça permet d'intégrer quelque chose qui s'appelle la communauté des entreprises à mission, dans lequel on retrouve toutes les entreprises qui sont des sociétés à mission aujourd'hui en France. On peut échanger avec eux, on a des moments d'échange, on peut accéder directement aux dirigeants de ces boîtes-là, voir ce qui est fait dans ces différentes sociétés, comment ils ont structuré leur mission, comment ils font pour tenir leurs objectifs. Évidemment, c'est une source d'inspiration fabuleuse pour nous. Donc, voilà. Ok. Donc l'inspiration, d'avoir le regard d'un tiers plutôt que son propre regard. Le fond de ma pensée, c'est si tu l'as en toi et que depuis le début, tu as cette éthique et ce socle de valeurs qui t'anime sur ta relation avec tes fournisseurs, ta relation avec tes employés, tu vois, pourquoi mettre 6 mois de travail voilà. Mais j'entends l'importance que ça peut avoir. Est-ce que ça a un impact auprès des employés ? Je pense que oui. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, si tu veux, on fait plein de choses depuis très longtemps. Ils le savent parce qu'ils sont, tu vois, ils sont impliqués. Parce qu'ils sont là. Enfin, oui, ils le voient. Ouais. Oui, ils le voient. Mais tu vois, puis même ils sont impliqués. Ils sont impliqués dans les grandes décisions qu'on prend sur cette thématique-là. En général, ils sont impliqués. Récemment, tu vois, c'est quelque chose qu'on a fait avec eux. On a lancé le mécénat de compétences en interne. Donc, tu vois, on donne des journées en fait de travail de salariés et qui peuvent aller travailler pour une assos, pour une ONG, dans tout type de projet. Hein. Ça peut être vraiment d'aller faire ça peut aller du nettoyage de plage jusqu'au fait d'aider une assoce à créer son site internet, tu vois. Donc c'est tout type de projet. Et donc chacun peut participer, chaque employé peut participer, et on a une interface, une plateforme sur laquelle il y a des projets qui sont proposés, les gens peuvent, tu vois, le semaine de compétences, typiquement, ça en fait partie. Mais en tout cas, ça leur montre que l'approche est structurée. Et puis, encore une fois, ils ont participé aussi à la définition de cette raison d'être. Donc, quelque part, tu vois, on leur a fait faire tout ce travail de définition. Ils voient le résultat aujourd'hui. Cette raison d'être aujourd'hui, elle est inscrite dans nos statuts. Pour eux, c'est important, je pense, de voir que ce travail qu'on leur a fait faire, si tu veux, il y a une concrétisation et qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la boîte en tant que telle, quoi.
Hyper intéressant. J'essaie de me projeter. Nous, on a inscrit dans notre to-do, dans nos projets pour l'exercice à venir d'être entreprise à mission ou B Corp. B Corp, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteux aussi. C'est beaucoup plus complexe pour nous. En fait, nous, on a fait toute la démarche et on a abandonné à la fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu veux aujourd'hui faire certifier B Corp Greenwiz, t'es obligé au préalable de faire certifier B Corp chacune de nos filiales étrangères. Et en fait, on l'a appris un peu trop tard. On avait déjà fait tout le travail de certification pour la France et donc sincèrement de se dire il faut qu'on recommence 3 fois là, ce travail dans chaque pays pour ensuite pouvoir on n'a pas le temps donc voilà, c'est pas grave hein. Quelque part on a fait tout le boulot comme on a fait tout le boulot pour être certifié, si tu veux, on s'est quand même fait toutes les questions, on s'est posé toutes les problématiques qui sont posées dans ce cadre-là. D'ailleurs, on avait le score qui était nécessaire hein, a priori pour avoir la certification. Mais bon, voilà, en société mission, on est hyper content. Je crois que les deux approches, sincèrement, sont assez complémentaires. Mais en tout cas, nous, on est très très contents sur cette dimension société mission et ça fait déjà pas mal de choses à faire. Formidable. On est en juin 2021. Je serais très heureux de t'inviter dans le deuxième semestre 2022 pour un catch-up. Ouais. Qu'est-ce que tu m'annonceras ? Je t'annoncerai que 300 000 rêves déjà sur la. Ouais, je t'annoncerai 300 000 rêves. Je t'annoncerai que c'est la folie la place de marché dans tous les pays et que voilà que c'est en train de prendre une part incroyable et que là où on avait estimé que on serait probablement à 20 ou 30% de notre CA sur la place de marché, on est déjà à 50 et que c'est fou. Et que je t'annoncerai ça et puis je t'annoncerai aussi que la société à mission est un franc succès, que là où on était 200 quand on est en train de se parler aujourd'hui, on sera 5000 entreprises société à mission en France et qu'on aura réussi à exporter le statut de société à mission aux autres pays d'Europe, ce qui est un enjeu important parce que c'est une invention française, entre guillemets, sans vouloir faire de patriotisme, la société à mission, et qu'il y a un vrai intérêt à commencer à exporter ce principe très vertueux aux autres pays d'Europe. On n'est que 200 entreprises à mission en France ? Oui, alors je veux pas dire de bêtises, je suis pas les chiffres. Non, pas encore, mais ça va venir. Faut pas. Franchement, on a des objectifs. On aimerait bien être 10 000 bientôt. Formidable. Romain, merci infiniment pour ton temps. À toi. C'était passionnant. C'était passionnant et puis on a éclaté les tempos. J'espère que cet épisode vous a plu. À très bientôt. Merci. Chers auditeurs, à bientôt. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.